Bonjour à tous. Je suis très heureux de cette occasion que me donne Marc de pouvoir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis à peu près une bonne dizaine d'années, depuis que je suis à la retraite, je vous ai expliqué. Voilà, et de surtout m'avoir déjà donné l'occasion de ce travail démarrer ensemble. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai fait ma carrière au CEA à Grenoble, donc je ne connais rien sur le réseau, vous verrez. Enfin, si, depuis la retraite. Donc j'ai fait ma carrière au CEA de Grenoble, dans ce qu'on appelle la thermohydraulique nucléaire, donc c'est tous les problématiques dans les réacteurs, alors au niveau de la recherche, en amont à la fois les industriels du nucléaire, donc ce qui est les écoulements avec les transferts de chaleur, qui est un des éléments clés pour la sûreté des réacteurs. J'ai fait ça pendant une trentaine d'années, dans différents postes. Et à partir de 2000, je me suis retrouvé adjoint au directeur du CEA de Grenoble sur les questions régionales. Et bon, je vais passer rapidement, mais c'est un moment où le centre s'est fortement développé dans les nouvelles technologies, partie pour l'énergie, à base beaucoup aussi sur les nanotechnologies. Et ça a été l'occasion, puisque je faisais un peu le lien avec le tissu local, universitaire, politique, et puis du débat public. Je me suis retrouvé là-dedans aussi, parce que c'était les nanotechnologies, un sujet qui agitait un peu certains. Et ça a été en fait l'occasion d'une rencontre avec le directeur de Sciences Po de l'époque, qui ouvrait un master conjoint avec l'école d'ingénieurs de Grenoble sur ces questions un peu problématiques des grands développements techniques en lien avec la décision publique. Et donc je me suis retrouvé pendant à peu près 5-6 ans à faire des cours à ces gens-là, à ces jeunes étudiants. Et en particulier, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la question du mix énergétique, parce qu'il fallait donner des cours notamment aux étudiants de Sciences Po sur ces questions qu'ils ne connaissaient pas forcément, alors que les ingénieurs connaissaient beaucoup mieux. Voilà. Et puis en 2012, j'ai un peu arrêté tout ça pour me retrouver à la retraite. Et puis en gardant cet intérêt que j'avais développé sur le mix énergétique, et que j'ai fait aussi, que je continue à activer, je dirais, pour une association Hydro 21 d'hydroélectriciens qui est basée à Grenoble avec tous les grands hydroélectriciens. Alors là, on rentre un peu déjà dans le vif du sujet, parce que Marc a cité un certain nombre de noms, qui sont là. Alors là, ce qui vous est montré, en fait, c'est un extrait du compte-rendu qui a été fait par l'OPEX d'une audition qui s'est tenue en 2016 à propos de ces sujets d'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique, dans lequel on trouve tous les gens, RTE, qui étaient de l'ADEME et autres, et dans lequel on était deux, Friedrich Wagner et puis moi-même, qui représentaient un groupe plus large de 3 personnes. Un petit groupe qui travaillions en France dans la suite de ce que, honneur aux pionniers, je dirais, Friedrich Wagner, avait engagé en Allemagne après que l'Allemagne ait annoncé s'engager fortement, complètement dans un mix 100% renouvelable. Et donc, vous voyez, c'est un physicien qui était quand même directeur émérite, qui est actuellement directeur émérite au Max Planck Institute, un physicien des plasmas, et qui s'interrogeait sur est-ce que c'est vraiment est-ce que j'ai travaillé pour rien, puisque les renouvelables, c'est la solution, voilà. Et donc, il a commencé à regarder ce qui a été présenté tout à l'heure par Marc, la loi qu'on a écrite, qui est en fait un résultat empirique de toutes nos études,
qu'on avait justement collationné. Alors, le petit groupe de Français, c'est-à-dire mes amis Roland Vidil et puis Christian Lebrun, qui travaillions ensemble sur ces questions depuis en gros 2012-2013, où la France s'est annoncée prendre la suite du cheminement engagé par l'Allemagne. Et donc, on trouvait le travail de professeur Wagner intéressant, donc on s'est engagé dans sa suite. On a fait une publication commune, et le 25%, c'est-à-dire effectivement, qui est un élément important à savoir, parce que ça permet de qualifier les différents scénarios. En gros, vous prenez la production intermittente sur une année, le quart, vous savez que vous aurez un problème pour la gérer, pour qu'elle soit disponible au bon moment et transférer des périodes d'excès de production aux périodes de manque. Alors tout ça, ça a été présenté dans le cadre de ça en 2016. Et puis on a continué sur les travaux qu'on avait faits, mais sans en faire de nouveaux, parce qu'il n'y avait pas tellement d'écho. Et il y a eu le coup de chance en 2021. D'une part, effectivement, pour moi, le coup de chance, c'est que Marc m'ait appelé en me disant « Voudrais-tu pas travailler sur ces questions ?» Donc là, ça m'a remotivé pour repartir, parce que après un 2016, 5 ans où je disais à part répéter ce qu'on a déjà dit, je ne vois pas l'intérêt. Là, ça donnait une ouverture nouvelle et on a commencé ensemble ce travail. Alors, voilà, donc pour ce que je vais vous présenter maintenant à la suite, mais je crois que je peux le faire rapidement parce que Marc en a dit l'essentiel, c'est de tester les deux scénarios donc, que vous avez vus pour examiner prioritairement la solution de flexibilité des échanges transfrontaliers qui est mise en avant par RTE. Donc là, vous avez les graphiques que vous avez déjà vus précédemment. C'est les capacités. Alors, on les a portés, comme vous avez vu, on n'a pas exactement les mêmes productions annuelles. RTE, c'est 645 TWh par an, et nous, c'est 750 TWh dans nos scénarios. Donc on a porté, par règle de 3, pour s'adapter à nos scénarios 100% et 50%. Donc c'est les flexibilités de RTE, pas celles que l'on avait prises, dans nos scénarios 100% et 50%, avec, comme vous le voyez, cette grande part d'échange qui était en gris et qui est là maintenant en orange. Bon, ensuite, je parlerai du rôle des stations de transfert d'énergie par pompage. Alors le plan, ça va répondre à 4 questions. Bon, la première, alors on va regarder, là ce qu'a montré Marc, c'est 2019. On va regarder le premier trimestre 2020, qui était juste avant le début du confinement avec le Covid, qui donc donne une consommation sur les 2 premiers mois qui est conforme, puisque ça a commencé le 3 mars ou 4 mars à peu près, le Covid, le confinement. Donc la question de ce début 2020, ça va être avec 100% d'ENR que certains continuent à défendre. Le réseau électrique français peut-il passer l'hiver ? On s'est posé des questions, parce qu'il y avait une partie des centrales nucléaires qui étaient arrêtées en 2023. Voilà. Le foisonnement éolien en Europe aiderait-il, c'est-à-dire répondre à cette question, l'intérêt des interconnexions? Elles peuvent être pour d'autres choses, mais pour le foisonnement éolien, voilà. Et puis, ensuite, dans la configuration du mix 50%, on en vient à quoi pour le besoin de flexibilité? Puis, je parlerai de l'hydroélectricité, qui est un peu oubliée, donc voilà. Alors là, ce que vous voyez ici, là, c'est les numéros de semaine, cette fois-ci. Ce n'est plus les numéros d'année, c'est les numéros de semaine. Donc, vous vous retrouvez jusqu'à mi-février, Et vous voyez, donc, ça, c'est les données brutes telles qu'on peut trouver sur le site de RTE, Ecodomix, qui donne les relevés stockés demi-heure par demi-heure. Tout le monde peut disposer de ça. C'est à partir de cela qu'est fait l'étude. Donc, vous voyez les pics. Alors, en ordonnée, c'est le facteur de charge ou le facteur de capacité, comme disent certains.
pour les renouvelables intermittents, facteur de capacité, effectivement, est peut-être plus correct. Mais bon, de toute façon, voilà. Donc, c'est en pourcentage de la puissance installée. Voilà. Donc, 100%, c'est la totalité de la puissance installée. Alors, là, j'ai mis 17 gigawatts, c'était pour l'année, au début de l'année 2020, ce qu'il y avait. Et vous voyez ce que c'est, en gros, le REP, le réacteur nucléaire moyen en France, autour d'1 gigawatt. Vous voyez la taille comparative dans le graphique. Et vous voyez donc les rampes. En orange, c'est pour le solaire, et puis en noir, c'est l'éolien. Donc vous voyez, vous retrouvez ce que vous avez déjà vu précédemment, l'importance, disons, des fluctuations et des rampes de la production de ces énergies intermittentes. Alors, bien évidemment, ces données brutes dans ce qui était l'ensemble des productions de 2020, on voit elles sont ramenées en dessous puisqu'elles représentent un peu plus de 10%. Donc, on a la grosse part du nucléaire, 2 tiers à peu près, et puis ensuite l'hydro, les déchets, l'incinération qui a été mis parce que c'est là où se placerait la biomasse, et puis le gaz naturel aussi qui a été mis parce que c'est celui qui pourrait être remplacé à nouveau par la biomasse. Bon, il y a un tout petit peu aussi, en plus, si on veut être exact, de charbon et de pétrole, mais c'est tellement petit que ça ne change pas grand-chose. Et là, vous avez donc l'électricité produite heure par heure, en gigawattheure, et vous retrouvez, allez, 80, tout à l'heure, on a vu des pointes qui étaient à 90. Voilà, vous avez l'ensemble des productions. Alors la question maintenant, qui a déjà été introduite, c'est comment ces productions s'ajustent à la consommation. Figure suivante, où vous voyez ces deux courbes de consommation et de production en haut. La consommation en vert et la production en orange. Vous voyez que, elles sont assez voisines, pas tout à fait égales, et comme il faut une égalité stricte, vous avez la quantité R, que Marc vous a présenté sous le nom de réserve. Et en fait, entre-temps, comme RTE a sorti son rapport et où on a vu que réserve avait un sens plus limité, la définition qui a été donnée au tout début par Marc avec les temps d'appel, les 3 réserves, donc on a préféré garder R et rééquilibrage pour traduire cette notion de remettre l'énergie qu'il fallait. Alors, ce que vous voyez, là, vous avez le 0. Donc, quand le rééquilibrage est négatif, c'est-à-dire l'essentiel du temps, dans ce cas-là, on pourrait dire pas de problème. On a trop, puisque le rééquilibrage vient s'ajouter à la production pour égaler la consommation. Donc, rééquilibrage négatif, on supprime de la production. Donc, ça peut être par du pilotable, si on avait à le faire. On ne l'a pas fait là parce qu'on a exporté l'électricité, ce qui a fait bénéfice pour la balance commerciale. Donc là, c'est de l'électricité qui a été exportée. Et puis, dans le carré rouge, alors notez bien celui-là, qui concerne en fait les 2 dernières semaines de janvier, parce que c'est celle-là sur laquelle on va se focaliser, on voit que, en 2020, on a été dans la situation inverse, c'est-à-dire que là, le rééquilibrage devait être positif, donc on devait faire appel à de la production supplémentaire pour égaler la consommation. Donc, comme les différents moyens ont été présentés, je pense que ce n'est pas la peine que j'insiste. Donc, commençons par le scénario 100% pour voir, à partir des données donc, de ces productions éoliennes, photovoltaïques, en termes de facteurs de charge par rapport à la puissance installée, qui n'ont pas de raison de varier au cours du temps. En 2050,
d'année en année, il y a des variations, bien évidemment, mais on retrouve les grandes constantes, comme celle que je vous disais, 25%, un quart de la production excédentaire à transférer vers les périodes déficitaires pour assurer l'équilibre du réseau. Donc on retrouve les monotones, par exemple, une grande constance d'année en année. Alors, en 2050, ça sera pareil, au point de vue des facteurs de charge. Ça sera avec des puissances installées plus fortes qui vont changer les choses. Bon, vous voyez, bon, je ne vais pas... Là, ça a été déjà bien présenté, donc simplement noter le passage entre aujourd'hui 10% de part de éolien et de photovoltaïque à, dans le scénario 100%, 87%. Alors voilà ce que ça donne là. On retrouve un peu ce que vous avez vu précédemment dans d'autres figures. Là, vous avez le zéro. Donc dans la partie supérieure, regardons déjà les courbes de production et de consommation. Bon, on voit que la consommation, bon, n'a pas changé. Voilà, elle a été portée un peu plus haut, c'est tout. Et puis les productions, bah, voilà, maintenant c'est dominé par les productions éoliennes et solaires, et donc la production varie fortement d'une amplitude très forte, puisque précédemment, on avait une échelle qui montait à 100, si je me souviens bien, et là, vous êtes à 250. Donc, venons-en maintenant, courbe bleue, au rééquilibrage, donc, qui varie en positif ou en négatif autour de ce zéro. Donc, des fortes, déjà dans la partie négative, des forts excédents à soutirer. Bon, comme je vous dis, ce n'est pas le pire, ce n'est pas les choses... voilà, oublions ça pour le moment. On peut récupérer, ça peut servir pour alimenter la période, justement, qui est critique, c'est celle-ci. C'est dans ce cadre rouge, c'est quand, là, on a besoin de production. Et là, on monte à 100 gigawattheures, instantanément. Et en moyenne, vous voyez, ça se balade autour de 40, un truc comme ça. 1 gigawattheure, c'est ce que donne, en moyenne, un REP. Alors, comme je vous ai dit, ce cadre rouge, qui est les 2 dernières semaines de janvier, c'est la période critique. Donc là, les chiffres que vous voyez, c'est les jours du mois de janvier, du 16 au 30 janvier. Donc, la consommation en vert, à nouveau, c'est les mêmes courbes que précédemment, mais simplement zoomées, quoi. Et la production en orange, qui là monte beaucoup moins haut, puisque on est dans une période de pénurie. Et la courbe de rééquilibrage que vous voyez ici. Pour donner un peu de détails d'où viennent cette production totale, vous voyez les contributions ici de l'éolien, la courbe voilà, grise. Alors notez par exemple que ce 24-là, l'éolien, il est pratiquement à zéro. Vous avez ici la courbe du 100% éolien. Vous avez 2-3%. En fait, les études ont montré, ce qu'on recherche pour la sécurité du réseau, c'est la puissance minimale assurée, la puissance garantie, c'est le terme. La puissance garantie par une installation, c'est le requis normalement pour une installation couplée au réseau. La puissance garantie pour une installation, différentes études faites avant la nôtre montrent que c'est 1% de la puissance éolienne installée. Pour le photovoltaïque, c'est 0, je fais casser la nuit, mais pour l'éolien, c'est 1%. Et ça a été montré aussi bien par Wagner, plus d'autres physiciens qui ont travaillé avec lui, parce qu'en fait, il a animé un groupe de la Société européenne de physique qui a travaillé sur ces questions-là. Donc 1%. Et donc on est pratiquement à ce creux. Et vous voyez, en plus, c'est en fin de journée, là, quand le soleil s'est complètement couché, quoi. Donc on n'a plus rien en énergie. Et ce qui vient, le peu qui est produit, vous voyez, c'est par l'hydro, et puis les déchets, quoi, que j'ai appelé biomasse, mais en fait, actuellement, c'est les déchets. L'incinération.
Voilà. Alors, voilà, maintenant, venons-en à la question de qu'est-ce que sera l'apport du foisonnement en Europe. Alors, à droite, vous avez la carte qui est tirée de RTE, qui montre, en fait, avec qui la France échange. Les échanges commerciaux, ben, c'est avec ses frontières, hein, de toute façon. Donc, il y a 4 zones. Il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique, reniées, la Suisse. Alors la Suisse, on n'en parlera plus parce que la Suisse, elle est très intéressante pour les capacités de barrage de stockage, mais en termes d'éolien, elle ne met pas d'éolien. Donc la Suisse, on oublie, l'Italie et l'Espagne. Alors voilà, vous avez ici, dans cette quinzaine, la production éolienne. On retrouve là le creux du 24. Là, vous voyez, c'est 10%, donc c'était à 5%, voilà, en gros. Là, c'est 10% de la production installée, de la puissance installée. À nouveau, je vous ai mis pour référence, là, donc, c'est les données d'aujourd'hui, hein, enfin, d'hier, en 2020. Là, à nouveau, je vous mets la puissance moyenne d'un REP pour que vous voyez à peu près l'échelle des variations par rapport à la puissance d'un REP. Alors, les voisins, les 4 zones voisines dont j'ai parlé, au cumul, notamment parce que l'Allemagne a fortement développé et assure la moitié, en gros, du parc éolien, vous voyez, ils ont 128 gigawatts installés, hein, contre 17 en France. Et la production, bah, vous voyez, elle tombe aussi en dessous de 10%, à peu près au même moment, et même sur une période sur 10% plus longue que chez nous. Et puis là, vous voyez la taille du REP. Là. Alors, on a du mal à distinguer. Alors, on va essayer de préciser ça, toujours. Alors, oui, là, j'ai mis quand même un mot qu'il faut que je dise 2 mots. Un remerciement à Friedrich Wagner, parce que si j'ai eu ces fichiers-là, alors, ces fichiers, c'est l'équivalent de ce que donne RTE sur son site Economics, qui est sur une plateforme européenne de tous les homologues de RTE, tous les opérateurs de réseau. Et alors, tout le monde peut y accéder à nouveau. Mais derrière, alors, tous les opérateurs de réseau, certains, l'échantillonnage, c'est un quart d'heure, l'Allemagne, une demi-heure, la France, d'autres, c'est 1 heure. Donc, il y a un travail pour essayer de mettre tous les chiffres en cohérence qui est assez colossal. Le professeur Wagner l'avait fait pour ses propres travaux, et gentiment, quand je lui ai dit que je voulais regarder ça, il me les a transmis, ce qui m'a au moins sauvé une bonne semaine de travail, parce que je pense que ça devait être assez laborieux et pénible. Voilà. Et lui-même, bon, j'en parlerai peut-être, ou on en parlera pendant les questions, mais il a montré la forte corrélation qu'il y a entre les productions. Il a trouvé que, en prenant l'Allemagne et en se mettant avec les voisins, dont la France, le coefficient de corrélation est 0,8 sur 1, c'est élevé. Voilà. Et quand on veut avoir des coefficients de corrélation faibles, alors le minimum, ça tombe à 0,4, ce qu'on peut considérer un début de foisonnement. Le problème, c'est entre Europe du Nord et Europe du Sud. Donc il y a quand même une certaine distance, et il ne faut pas oublier que sur les lignes électriques, il y a des pertes. Donc, le foisonnement en question entre le nord et le sud, il risque d'être un peu occulté par les pertes. Mais revenons à nos voisins. Alors là, vous avez à nouveau, toujours sur ces données brutes de 2020, les facteurs de charge pour qu'on ait des bases de comparaison sur des graphiques. Alors on peut se dire, comme principe, de foisonnement, quand le facteur de charge est plus fort dans un pays, il va donner de l'électricité à celui qui c'est plus faible. Donc là, on va commencer par le haut, c'est entre l'échange avec l'Allemagne. La figure de gauche, en premier plan, vous avez la France, et donc en bleu. Et quand l'Allemagne, le facteur de charge de l'Allemagne apparaît en rouge derrière, c'est quand il est plus fort. Donc c'est quand potentiellement l'Allemagne pourrait transférer de l'éolien à la France. Vous voyez que il y a là, il y a là, il y a là.
On fait l'inverse, enfin, il n'y a pas grand-chose. Hein. On fait l'inverse, on met l'Allemagne devant et la France derrière. Et là, bon, tant mieux pour l'Allemagne, mais la France lui passe beaucoup plus de production éolienne, voilà, en échange. Ce n'est pas un échange équilibré. Pour l'Espagne, à nouveau, même premier pour la France, bon, là, il y a un gros pic où l'Espagne pourrait passer voilà, de la production éolienne à la France, et puis l'inverse. Bon, vous voyez, c'est à peu près équilibré, là. On verra tout ça après. Alors maintenant, on va passer au scénario 100%, et essayer de quantifier les échanges. Alors pour ce faire, bon, on va se prendre comme hypothèse que cette production éolienne, on va la distribuer uniformément à tous les habitants du pays. On fait une équirépartition. Et comme on cherche un gain, on va commencer par dire, bon, on prend la situation où la France est toute seule, en autarcie, donc l'énergie éolienne divisée par la population française, et dans cette case bleue, c'est ce que chaque Français reçoit de la production éolienne. Maintenant, on se met dans la capacité élargie à la zone, avec à la limite des capacités d'échange illimitées. Hein. On ne met pas de limite aux lignes transfrontalières. On suppose que certains ont appelé, je ne sais pas si vous avez entendu ça, la plaque de cuivre, c'est-à-dire ça suppose que l'électricité transfère comme ça. Donc, aucune limite. Donc là, cette fois-ci, on a l'ensemble de l'énergie produite en France et chez les pays voisins qui est divisé par l'ensemble des habitants de la France et des pays voisins. Ça donne ce que chacun de cette grande zone-là va recevoir. Et puis, si on multiplie par la population française, on voit ce que la France gagnerait de cette mutualisation. Et voilà, vous avez les courbes sur cette quinzaine, toujours, 4 courbes qui donnent. Alors, en bleu, vous avez partout la même chose, puisque c'est le besoin de rééquilibrage en France. Ce qui va différer, c'est les courbes rouges qui correspondent aux échanges qui ont lieu suivant la formule précédente. Donc, ici, vous avez le Royaume-Uni, ici, l'Allemagne et la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Alors, premier constat, c'est que par rapport aux besoins de rééquilibrage, on ne voit pas grand-chose, un peu avec l'Espagne à nouveau, mais pour les autres, il n'y a pas grand-chose. Alors, si on concatène l'ensemble, vous voyez, ça, c'est la somme, parce qu'en fait, si on fonctionne dans ce système-là, on va additionner tout, et puis voilà. Et l'addition, ça donne ça. Donc, vous voyez le rééquilibrage. La courbe rouge, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais par contre, ça nous en ponctionne beaucoup, relativement. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas tellement ce qu'on recherche dans ce cas-là. On aurait plutôt besoin d'électricité, on se rappelle. Alors, ce résultat, en fait, beaucoup d'autres gens l'ont dit avant nous depuis un certain nombre d'années et ne sont toujours pas écoutés par les gens qui continuent à promouvoir les scénarios 100%. Et le fait derrière ça, il est assez évident, c'est ça, c'est que quand il y a un anticyclone sur l'Europe, eh bien, c'est les couleurs chaudes, ça c'est exactement la situation qu'on a regardée, c'est janvier 2020. Vous voyez que l'anticyclone, ça couvre toute la partie Europe. Et là, vous avez, j'ai pris celle-là parce que c'est en janvier 2022, mais il y a une animation, donc c'était plus rigolo. Mais vous voyez, pareil, l'étendue que ça couvre. Donc, il y a notamment une étude du CEREME qu'on cite dans le papier qui va sortir. Alors, il est quasiment sorti, mais dans une semaine, il devrait être sorti. Le papier est sur cette étude-là. Et il y a le CEREME qui a fait un peu une analyse, justement, à partir, non pas des productions éoliennes comme nous, mais des fichiers météo, pour voir, et puis qui dit, qui en tire des conclusions similaires.
Et bon, voilà, là c'est le bilan. Si on regardait sur toute la période, sur ces 15 jours critiques, hein, je ne l'ai peut-être pas dit très clairement tout à l'heure, on avait besoin en gros de 10 TWh pour le rééquilibrage, juste sur cette quinzaine. 10 TWh. Bon, voilà le besoin de rééquilibrage, et on voit comment il serait satisfait par ce foisonnement de l'éolien. Ben, on voit que l'Espagne nous apporterait 1,3 sur la période, TWh, mais tous les autres, ils nous en prélèveraient. Alors, voilà, s'il y a un message à retirer de ça, c'est que le foisonnement, c'est un mythe. Bon, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est ça. Hein. Ça n'existe pas. Je rappelle quand même aussi quelque chose que j'aurais dû dire en amont. Quand j'y regarde le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que veut dire foisonnement, je trouve abondance, pullulement. Il n'y a ni abondance, ni pullulement dans ce qui a été vu. Alors, on va revenir à un scénario que, avec Marc, on considère quand même s'il sera dur à atteindre, plus réaliste. C'est le partage 50-50. Donc là, pas besoin de rentrer dans le détail des tableaux, parce que, voilà, ils ont déjà été vus. Simplement, la part de NRI monte simplement à 37%. Et là, vous avez, toujours sur cette semaine clé, cette fois-ci, les productions qui apparaissent. Donc, voilà, la production éolienne, solaire, mais cette fois-ci, vous avez du nucléaire. Et puis après, vous ajoutez l'hydraulique, la biomasse. Bon, et vous voyez la consommation. Bon, on ne l'atteint toujours pas, mais c'est quand même moins critique. Voilà. Donc voilà. Bon, je passe vite. Hein. Cette fois-ci, oui, c'est ce que j'avais oublié de montrer la fois tout à l'heure. Ici, on n'a plus que 3,3 TWh à trouver. Sur la quinzaine, ça serait l'équivalent de la production de 6 EPR2 en se mettant en 2050, avec une puissance un peu plus forte. Et puis, Et puis, si on veut stocker, on a 0,8 qu'on peut récupérer. Il y a quand même, vous voyez, un facteur 3 avec le précédent. Hein, et puis, facteur 3, et puis là, on a une source pilotable qui est le nucléaire. Alors, j'en viens maintenant donc à un peu l'hydroélectricité, qui est cette association dont je fais partie, Hydro 21. Alors l'hydroélectricité, personne n'en parle dans les scénarios, sauf pour dire, j'ai vu quelque part, je crois que, je ne sais plus si c'est l'ADEME ou autre, qui dit l'hydroélectricité, il n'y a pas grand-chose à attendre d'elle, sauf peut-être l'histoire de mise en concurrence des concessions. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer qu'il y a beaucoup plus que ça à attendre et que s'il y a une chose à ne pas faire, c'est justement la mise en concurrence des concessions, qui est le meilleur moyen pour que les acteurs restent gelés, sans pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur les investissements qu'ils pourraient faire. Alors, l'hydroélectricité, je donne là, ça représente quand même dans le monde 16% de la production électrique. En France, ça en représente 13%. Et vous voyez donc les différentes formes, disons, les grandes catégories. Donc, de l'amont, vous avez en montagne les lacs. Voilà. En montagne aussi, vous avez les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage. Pas besoin de revenir dessus, je pense. Hein. Marc vous a expliqué le fonctionnement. J'ai pris cette photo parce que elle n'est pas en France. Hein. Nantes de Drance, c'est connu, c'est en Suisse. Mais par rapport à la STEP française, c'est la seule photo où j'ai vu, on voit les deux lacs, le lac amont et le lac aval, ici, entre lesquels les échanges se font. L'eau est recyclée. Recycler l'eau aussi, hein, c'est un élément peut-être important pour le futur.
Et puis quand on va vers l'aval, eh bien, on a sur les grands fleuves, etc., plutôt plat, voilà, le fil de l'eau. Et à gauche, donc vous retrouvez dans le même ordre les catégories. Ce qui est produit, ce qui a été produit dans l'année 2020, je pense, enfin récente, et puis les puissances installées et les facteurs de charge. Vous voyez que le fil de l'eau, c'est normal, hein, c'est des grands débits qui circulent, un meilleur facteur de charge, et puis ça baisse au fur et à mesure. Alors, pour les lacs, parce que la réserve d'eau, elle est plus limitée, hein, c'est juste le bassin versant d'un lac. Enfin, ouais, c'est un bassin versant qui s'accumule dans un lac. Et puis les steppes, en partie parce que ça répond à une demande qui limite son utilisation de cycle, etc. Alors, si on regarde toujours pour 2020, donc les productions dans cette semaine, qu'est-ce que ça a donné, demi-heure par demi-heure? Vous voyez que toutes présentent en gros une variation qui suit, je commencerai par le fil de l'eau, parce qu'on ne s'attendrait pas, et moi-même je ne m'y attendais pas avant de le faire, que le fil de l'eau suive. Mais en gros, il y a un petit suivi des évolutions de la consommation, dans lequel il y a le creux de la nuit, là, vous le voyez, et puis deux pics en matin et en fin d'après-midi, en fin de journée, avec un creux en milieu de journée. Et vous voyez, systématiquement, tous les jours, ça se répète, cette évolution du fil de l'eau, qui est permis par une technique qui s'appelle l'éclusée, c'est-à-dire que, comme les écluses qui laissent passer les bateaux, on réduit le débit à un moment, ça fait monter l'eau en amont, et quand on a besoin de peut-être 30 cm, il n'y a pas beaucoup de marnage, mais ça fait des volumes conséquents qui, quand on remet le débit, permettent d'accélérer la puissance. Donc le fil de l'eau commence, après vous avez le lac là, en bleu clair, encore plus, et puis les steppes dont j'ai montré, là je montre que le turbinage, la phase où les steppes relâchent l'eau et s'en servent pour produire de l'électricité. Donc vous voyez l'ensemble des moyens qui assurent quand même une... Bon, alors bien sûr, les échelles ne sont plus les mêmes que tout à l'heure, hein, mais quand même, on est à 16 gigawattheures là. À nouveau, un REP qui démarre, c'est ça, quoi. Alors, les steppes, donc, c'est un moyen de stockage. Et ici, ça vous a été montré par Marc précédemment, c'est cette fameuse Tesla Megapack en Californie. Ça, c'est donc les chiffres. Alors, celle-ci, c'est le Nevada, parce que je n'ai pas trouvé de photos de Californie qui étaient libres de droit, donc je n'ai pas voulu tirer des ennuis. Donc ça, c'est le Nevada, mais ça doit ressembler à peu près. Et puis ici, vous avez la plus grande steppe française, et d'Europe d'ailleurs, c'est le barrage de Grand Maison, qui est quelque part en amont de la vallée de la Romanche, sur la vallée de l'Oudol, au-dessus de nos têtes quand on habite à Grenoble. Voilà. Et donc, cette retenue, qui a été construite dans les années 70 et qui est donc la plus grande steppe. Donc, là, j'ai donné les caractéristiques des deux. Donc, la puissance... La Tesla Megapack, donc 180 gigawatts. Donc j'ai mis ça en 180 mégawatts. J'ai tout mis en gigawatts. Pardon, j'ai pas. Oui, c'est précisé. Donc 0,18 et 1,7 pour 10 fois plus pour Grand Maison. La capacité, c'est beaucoup plus, puisque là c'est 40 fois plus, au moins. Plus de 40 fois plus. Et puis, alors la capacité et la surface occupée. Là, vous avez 50 hectares et là, 220. Donc, vous avez 4 fois plus pour la steppe, mais en regard, par exemple, de la capacité, qui sera quand même l'élément très important pour tenir dans la durée, eh bien, vous avez en gros un rapport 10 de surface demandée pour installer une batterie, une méga-batterie, par rapport à une steppe. Pour 1 gigawattheure, vous avez 10 fois plus
d'hectares qui est demandé voilà, par ces batteries que par une steppe. Donc on peut dire que la steppe, c'est économie de surface. Et puis, si vous rapportez à ce qui a été présenté précédemment sur les ressources minières, critiques, etc., c'est aussi sans commune mesure, je n'ai pas regardé. Il y en a pas mal quand même de plein de choses vous avez vu sur les batteries. Là, il n'y a quand même pas grand-chose à part du béton. Hein. Alors, donc, à nouveau, certaines personnes, je veux parler du futur de l'électricité parce qu'on entend aussi dire que c'est une énergie du passé. C'est faux. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une énergie mature. Et qui dit mature ne dit pas qu'on n'a pas d'avenir. Voilà. Enfin, j'espère. En particulier. Et on le verra plus tard, qui dit mature aussi dit qu'il y a une expérience du passé qui peut être intéressante pour les nouveaux développements, que n'ont pas forcément, allez, je vais être méchant, mais des énergies immatures, nouvelles, qui n'ont pas beaucoup de passé derrière elles. Alors, là, en prenant, chaque année, l'association Hydro 21, laquelle j'appartiens, sort à l'occasion de ces rencontres Business Hydro qui se tiennent au début octobre, sort une actualisation d'un livre blanc continu autour de différents thèmes. Donc, en gros, j'ai pris tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai repris dans ces livres blancs. Alors, là, vous voyez les thèmes de recherche et de développement. Hein. C'est des choses, ce n'est pas des recherches où on sait qu'il y a 10 ans de recherche avant de passer à un stade prototype, et puis etc. etc. Non, c'est des recherches. Bon, dans toute recherche, le résultat n'est pas acquis, premièrement. Ça, c'est sûr. Mais disons, c'est des recherches qui sont sur des matériaux existants, donc qui peuvent être des installations industrielles existantes et qui peuvent être à rythme plus rapide. Donc, d'abord, il y a les machines sur le régime variable étendu et réactivité accrue. Parce qu'il faut savoir, une turbine hydraulique, c'est de l'eau qui passe, et à grande vitesse, bien évidemment. Donc derrière se produit un phénomène qui s'appelle la cavitation, c'est-à-dire qu'il y a des petites bulles d'air, d'eau, de vaporisation qui se font en aval parce que la pression baisse très fortement. Et donc la cavitation, c'est effectivement dommageable pour les turbines. Ça use les turbines à une vitesse folle. Donc il faut fonctionner dans des régimes hors cavitation, il faut limiter ça. Et ça veut dire que les plages de fonctionnement des turbines sont en général limitées en termes de hauteur de pression, enfin hauteur de charge, vitesse, débit, etc. Et comme on va demander, avec des énergies intermittentes accrues, une bien plus grande flexibilité, on demande déjà à l'hydraulique une plus grande flexibilité, il faut trouver, alors par de la modélisation, des choses comme ça, et des expériences, des plages de fonctionnement plus étendues pour accommoder ces transitoires. Et puis une réactivité accrue, donc une vitesse aussi de montée en régime plus rapide. Tout ça sans avoir de la cavitation qui détruirait très rapidement les aubes de turbines. Alors, il y a aussi un élément très intéressant, parce que les batteries sont très intéressantes, justement, couplées aux turbines, parce que les batteries ont un temps de réactivité encore plus rapide que l'hydraulique. Donc, justement, l'hybridation, alors ça se fait dans un institut Supergrid, basé à Grenoble. Donc, l'hybridation turbine et batterie, ou même, pourquoi pas, des fois, le seul stockage, mais en très petite quantité, c'est les capacités, permet d'avoir des réactivités beaucoup plus rapides. Donc, on charge avec les batteries, et puis après, elles sont rechargées grâce aux turbines, etc. Voilà. Alors, l'autre élément, qui est quand même l'élément clé où ça peut se développer, parce que
aussi, c'est le stockage. Donc on a vu des possibilités à améliorer les éclusées de centrales fil de l'eau. Ça, c'est plus des questions environnementales, d'autorisation de marnage, des choses comme ça. Alors, sur les steppes, donc les stations de transfert d'énergie par pompage, là, il y a beaucoup de choses pour inverser justement les régimes de fonctionnement. C'est quand même pas évident quand on pompe et puis il faut repasser au mode inverse, turbiner, l'eau monte et puis il faut qu'elle descende, etc. Actuellement, ça se fait en 4 minutes, c'est déjà quand même assez rapide, l'inversion. Et là, toujours pour les demandes du réseau qui sont faites, eh bien, vise vers 1 minute. Et puis, aussi ces steps, toujours la même chose des régimes variables, de faire des steps qui soient capables de varier leur puissance délivrée avec le temps. Donc vous voyez ici, alors c'est les Suisses, là, Nantes-Drance, c'est la photo que vous voyez, ils sont à plus ou moins 1 gigawatt en 1 seconde. Vous voyez, l'équivalent d'AREP qui monte en puissance en 1 seconde. Alors ça, il y a aussi les questions de hybridation avec les ENRI, puisqu'on voit que beaucoup des développements de l'hydro sont en lien avec les requêtes au réseau qui sont posées par les énergies intermittentes. Alors ça, c'est la Compagnie nationale du Rhône qui exploite les barrages, qui présente ça. Alors, il n'y a pas des grandes quantités pour le moment, mais ça montre une direction qu'ils essayent. C'est du couplage, donc ils ont effectivement des éoliennes, quand on passe sur l'autoroute du Sud, on les voit, en couplage avec les barrages. Donc tout ça, ça produit de l'électrolyse de l'eau qui peut ensuite fournir de l'hydrogène. Voilà. Alors maintenant, c'est l'intégration au territoire, en commençant par un point qui est critique pour l'hydraulique, c'est la continuité écologique. Parce que c'est un reproche qui a été fait, des fois à juste titre, au barrage, c'est de couper l'amont de l'aval. C'est ce qui s'est fait au début du siècle dernier, dans les années 1930-1900, abondamment aux États-Unis, où ils ont coupé des rivières, et notamment des rivières où il y avait la remontée des saumons. Donc les saumons ont disparu des rivières, les pêcheurs ne sont pas contents, on les comprend. Et donc, ça a donné mauvaise presse à l'hydraulique. C'est ça aussi une énergie mature, c'est on apprend de ses erreurs. Et ça permet de corriger pour le futur, parce qu'aujourd'hui, justement, alors d'abord, ces erreurs-là, ça a été fait abondamment aux États-Unis, qui est un pays libéral, comme on le sait, donc tout le monde a implanté des barrages dans les années 1930-1950, dans cette période-là. Voilà, sans trop de restrictions, voilà. Et puis, en coupant carrément des cours d'eau, ils en ont démantelé pas mal. Ils affichent 1000 qui ont été démantelés. Alors, c'est des petits barrages, comme ça, qui avaient été faits, je dirais un peu n'importe comment. Et sur certains qu'ils ont démantelés, ils ont vu effectivement le retour de la biodiversité, c'est-à-dire... je ne sais pas si c'est les saumons, mais les poissons ont commencé à repeupler l'ensemble de la rivière, quoi. Donc, voilà. En plus, c'était en général des installations qui étaient plus utilisées. Parce que, aussi, une autre spécialité, comme ils ont un grand espace, les Américains n'y voyaient pas trop de critiques. J'ai beaucoup d'estime pour le peuple américain. Mais comme ils ont un grand espace, ça ne les gêne pas. Voilà, ils construisent quelque chose quelque part, ça ne marche plus, ça ne sert plus, on va construire autre chose ailleurs, quoi. Puis ils laissent le truc en place. Et avant de démanteler, voilà, il faut une certaine pression. Donc ils ont fini par le faire et ils ont retrouvé que voilà, les rivières retrouvaient leur biodiversité. Alors c'est un peu injuste, je pense, d'appliquer, comme d'autres choses, ce qui se passe aux États-Unis, en France, en mise en perspective des différences entre les pays. Et je pense que l'aménagement des barrages a été fait de façon d'abord plus centralisée et donc, du coup, avec plus de considération, surtout à la sortie de la guerre. D'abord, on a fait surtout ça à partir des années. Et justement, à la sortie de la guerre, il y avait
un laboratoire, le LNH, Laboratoire national d'hydraulique d'EDF, qui n'est pas loin d'ici, sur l'île des Châteaux, l'île des impressionnistes, et qui a des maquettes depuis les années 60, où, modèle réduit, où ils étudient tous les sites de barrage en modèle physique, à échelle bien sûr réduite, pour voir les problèmes justement, alors pas les poissons, parce qu'ils ne peuvent pas réduire les poissons, mais les transports des sédiments, qui est aussi un aspect important. Je ne vais pas rentrer dedans, mais la chasse des sédiments, c'est aussi important, à la fois pour la capacité des barrages et puis pour l'entretien de la rivière, de la biodiversité et tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui est là, hein, la gestion des chasses sédimentaires, voilà. Et aujourd'hui, donc, sur les barrages qu'on a faits, bon, peut-être pas tous sortis de la guerre où on était pressé, mais maintenant, systématiquement, ce qui est fait, c'est des dispositifs qu'on appelle dévalaison et montaison, c'est les échelles à poissons, quoi, comme on dit. Hein. Vous le voyez. Et puis, ce qui est en train d'être développé, alors pour les petites installations, hein, ce n'est pas pour les gros barrages, mais qui peuvent être intéressantes, c'est les hydroliennes fluviales et ce qu'on appelle les turbines ichthyophiles, qui aiment les poissons, quoi, hein, ça veut dire. C'est-à-dire, c'est des grosses turbines qui tournent très lentement, et donc les poissons, ils ont le temps de passer sans danger. Comme on suppose que les oiseaux passent, des fois à tort, sur les éoliennes qui ont l'air de tourner pas rapidement, quoi. Mais là, c'est des turbines qui petites, ce n'est pas la taille des éoliennes, donc ça tourne lentement, et la vitesse en bord des pales n'est pas très élevée, et les poissons passent. Voilà, alors ça c'est le grand question du continuité écologique et je pense dont on va entendre parler, parce que si on voit que des gens commencent à reparler de l'hydraulique, que ça a été trop longtemps oublié, eh ben, vous allez voir un certain nombre de protestations sur les cours d'eau, etc. Bon, les autres avantages, ben là c'est l'exemple, c'est Durance-Verdon, avec l'irrigation des cultures et l'eau potable. Ce barrage alimente Aix-en-Provence, etc., en eau potable. La navigation, c'est le Rhône. Le tourisme et les loisirs, alors avec un petit clin d'œil sur un lac qui est tout près de Grenoble, qui s'appelle Monténard, qui est connu quasiment internationalement, au moins en Europe, pour le surf, parce qu'il a des régimes de vent très réguliers, donc c'est idéal pour les surfeurs. Voilà, je passe rapidement, bon, je vais peut-être pas... Pour dire, bon, il y a un scénario récent, TerraWater, qui redonne un rôle à l'hydraulique, prévoit beaucoup de steppes, bon, peut-être un peu trop que ce que pourra faire, mais c'est déjà bien parce que ça montre qu'il y a un potentiel de développement des steppes. Là, on a 5 gigawatts, bon, là, eux, ils prévoient 40, beaucoup de gens que j'ai vus disent 40, c'est pas très réaliste pour des tas de raisons, notamment d'acceptabilité, mais pourquoi pas 10, facilement, 10 à 15. Et ça serait un grand appoint. Et à nouveau, je vous rappelle la comparaison avec Tesla Megapack Institute, hein, au point de vue de l'impact sur l'environnement. L'autre truc intéressant, l'autre notion intéressante, c'est l'ordre d'appel au réseau, où ils mettent déjà, contrairement à ce qui se fait actuellement, ce n'est pas les ENRI qui sont prioritaires parce qu'elles seraient gratuites, ce qui est plutôt idéologique que factuel, mais c'est... voilà, tout ce qui est constant, fil de l'eau et déchets, ensuite la base pilotable, nucléaire, ensuite arrivent les ENRI, parce qu'il va y en avoir, hein, des énergies intermittentes, l'hydro, voilà, et puis pour la pointe flexible, eh bien, les lacs et les steppes qui répondent beaucoup plus vite, comme on a vu sur une photo, et enfin le secours, ben, on trouve les turbines à gaz. Voilà, pour conclure donc, rapidement, enfin voilà, je pense... Dans ce contexte d'anticyclone hivernal, qui est habituel, hein, tous les ans on l'a, donc 100%, bah, c'est le blackout assuré. Il n'y a pas de mutualisation des productions éoliennes. Bon, l'ENR plus nucléaire, 50%, bah, il y a une part pilotable qui reste et qui permet de soutenir. Bon, l'hydroélectricité, je viens d'en parler. Et en conclusion, on retrouve la même, d'ailleurs on ne s'est pas concerté, mais celle de Marc. C'est privilégier les scénarios qui assurent la pilotabilité. Ce sera un atout pour les échanges. On peut développer les lignes transfrontalières. Si on a des sources pilotables, ceux qui auront des sources pilotables seront ceux qui seront les puissants dans l'affaire. Voilà, j'en ai fini. Merci.